L'aventure commença à l'aube pour Jenna. Une lumière douce baignait la ville endormie devant l'agence African Safari. La jeune femme trouva l'équipe en pleine effervescence. Nul ne parut s'intéresser à la nouvelle arrivante. Chacun exécutait en silence les ordres de Karl, qui, occupé au chargement des bagages, ignora royalement Jenna. Elle aurait dû s'y attendre, bien sûr, mais ne put s'empêcher d'éprouver une certaine déception. Un peu de crainte aussi, maintenant qu'elle mesurait véritablement la réalité de ce voyage vers l'inconnu. Un homme se détacha du groupe pour saisir le sac qu'elle tenait à la main et le placer dans l'une des deux Range Rover passablement malmenées par des précédentes expéditions. Au moment de la répartition des passagers dans chaque véhicule, Jenna récapitula les maigres informations dont elle disposait sur les participants à l'expédition. Ali conduirait le premier véhicule, guidé à l'avant de la première voiture par Karl. Jenna prendrait place à l'arrière, à côté de Abdullah, le frère du jeune employé de l'hôtel. Dans la seconde Range Rover, Ma'toub et son fils Juma, un adolescent âgé d'une quinzaine d'années, voyageaient ensemble. Tous parlaient en swahili, langue bantoue commune à plusieurs États côtiers d'Afrique orientale, une langue que Karl paraissait parfaitement maîtriser. Pour l'heure, on s'affairait aux derniers préparatifs et aux ultimes vérifications. Bientôt le signal du départ fut donné. D'un coup d'œil inquiet, Jenna vérifia que les deux voitures se suivaient et commença alors à vive allure dans les rues désertes la traversée de la ville. Par la vitre, Jenna contempla Salindi d'un regard un peu absent, comme si soudain elle lui était devenue totalement étrangère. Ce sentiment de nostalgie, familier et pourtant déroutant, la jeune femme l'avait souvent éprouvé quand, en compagnie de son père, elle quittait un pays, une ville, pour partir vers une autre destination. Un autre rêve, un nouveau continent. En se moquant gentiment d'elle, John Logan avait même appelé ces instants l'heure mélancolique. Cette heure, aujourd'hui, c'était l'aube dont la lumière bleutée ombrait les façades blanches des hôtels luxueux, nimbait les jardins, caressait les palmiers immobiles, se fondait à l'eau transparente des piscines. Jenna ne chercha pas à repousser cette sensation qui s'attarda en elle avant de disparaître, chassée par l'excitation de la nouveauté et de la découverte, bercée par le rythme régulier du moteur. La jeune femme se laissa dériver au gré de ses émotions jusqu'à la sortie de la ville, où les immeubles ultramodernes laissaient place à un habitat africain plus traditionnel. Cases de terre battues au toit formé d'un entrelac de feuilles de palmier ou simples paillotes, la route jusque-là goudronnée et bien entretenue prit bientôt des allures de piste cahoteuse tandis que le paysage se transformait. Jenna reprit brutalement contact avec la réalité lorsque la Range Rover fit une spectaculaire embardée pour éviter une profonde ornière. Le jour se levait à présent sur la brousse, et la lumière plus crue faisait mal aux yeux. La jeune femme se félicita d'avoir choisi de porter, pour cette première journée de voyage, une jupe ample et un t-shirt au décolleté arrondi, couleur de sable. Un foulard bleu noué sur la nuque retenait ses longs cheveux. L'expérience lui avait appris à ne pas s'encombrer d'une garde-robe inadaptée. Les ordres de Karl avaient été formels. Pour tout bagage, elle avait eu droit à un sac, et rien de plus. Les autres passagers avaient ailleurs, eux aussi, opté pour la traditionnelle tenue de brousse. Pantalon et chemise kaki, bottes ou rangeurs de l'armée américaine, c'était la première fois que Jenna voyait Karl habillé ainsi, et elle ne put s'empêcher de penser qu'il était très à l'aise, parfaitement en accord avec les terres rudes et sauvages qu'il traversait, encore plus séduisant qu'en smoking. Retrouvant les attitudes familières de son enfance, Jenna se redressa pour poser les bras sur le dossier du siège avant, la tête légèrement inclinée de côté. Le menton appuyé sur ses avant-bras, elle contempla le long ruban ocre et poussiéreux qui dessinait une piste grossière, parfois trouée d'énormes ornières. De part et d'autre, d'autres herbes sèches alternaient avec des zones de terre nues, brûlées, et des arbres que Jenna désigna du doigt en demandant à Abdallah. « Connaissez-vous le nom de cette espèce ?» Le jeune homme eut un geste fataliste pour expliquer qu'il l'ignorait. Karl intervint alors pour préciser. Il s'agit d'une variété particulière d'acacia qui produit de la gomme arabique, récoltée par les paysans de la région. Avec un petit sourire, Jenna prit note de ce bel effort de conversation et continua d'admirer ce paysage nouveau pour elle.
ponctué de loin en loin par de minuscules villages composés de quelques cases. Au passage, les Range Rover soulevaient un nuage de poussière blanche qui flottait longtemps dans l'air déjà très chaud. À l'approche de midi, l'atmosphère était devenue presque irrespirable dans les véhicules. À la chaleur accablante s'ajoutait le brambissement assourdissant du moteur. Chacun paraissait trop oppressé pour avoir envie de parler ou de bouger. Ali faisait exception en s'adressant de temps à autre à son voisin, qui décida enfin d'une pause pour le déjeuner, en faisant signe au conducteur de s'arrêter à côté d'un bosquet d'arbres au tronc noueux et dont les branches, au lieu de monter vers le ciel, s'arrondissaient pour retomber presque jusqu'à terre. Après avoir fait quelques pas pour se dégourdir les jambes, Jenna alla s'asseoir à l'ombre miraculeuse des arbres et but avec un plaisir indicible le gobelet d'eau fraîche qu'Abdallah venait de lui offrir. Elle eut l'impression de renaître, de revivre, rêva d'oasis verdoyantes, de bains parfumés. Comme Matoub et son fils ouvraient le haillon de la seconde Range Rover, Jenna, soulagée, constata qu'il parlait en anglais avec Karl. « Nous ne dressons pas de campement, ce serait trop long, leur expliqua-t-il. D'un geste machinal, il leva la tête pour regarder la position du soleil avant d'ajouter. « Il va faire une chaleur d'enfer cet après-midi. D'ici là, il faut savoir avancer. » Puis, à l'intention de Jenna, il précisa. « L'arrêt durera quelques minutes. » Sur une longue écorce d'arbre, Matoub disposait sandwich, fruits et gobelets de thé. Chacun se servit, et Jenna choisit une mangue mûre dont elle savoura la chair fondante et sucrée avant de boire quelques gorgées de thé brûlant. Puis la jeune femme quitta l'ombre merveilleuse pour aider l'équipe à ranger les provisions dans les sacs et boîtes isothermes. Lorsqu'elle demanda une seconde tasse de thé, Karl manifesta son impatience en déclarant « D'accord, mais faites vite, il est temps de repartir. » Puis, s'adressant à Ali, il ajouta « J'ai prévu notre arrivée à la réserve des Mackenzie pour demain en fin de journée, dernier délai. » Quelques instants plus tard, les deux véhicules démarraient dans un nuage de poussière. Et le voyage reprit, au rythme des chaos et des secousses. Dans la fournaise de ce début d'après-midi, plusieurs heures durant, Jenna, épuisée par les émotions de ce départ tant attendu, fatiguée par la chaleur étouffante, se laissa dériver au gré de ses souvenirs, de ses sensations. Les 2 jours précédents, il est vrai, ne lui avaient pas permis de se reposer. Il lui avait fallu courir les boutiques spécialisées pour effectuer les achats indispensables, tenues adaptées à la brousse, nécessaires de toilette. Produits pour se protéger contre les coups de soleil, puis elle avait confié ses bagages à la garde du directeur du King George Hotel et s'était rendue au consulat américain pour signaler son départ vers les batteries. Et la nuit, impossible de dormir tant elle était impatiente, heureuse, un peu inquiète aussi, à l'idée de se lancer dans cette aventure. Terrifiant, merveilleux, entre ces 2 pôles, elle avait sans cesse oscillé, comme elle le faisait encore maintenant, tandis qu'elle somnolait. Des images se superposaient dans son esprit, images du présent et du passé confondues dans l'étrange alchimie du rêve. Un brusque coup de frein la réveilla brusquement. Surprise, Jenna ouvrit les paupières et découvrit Karl qui, des jumelles à la main, semblait surveiller un point précis de la savane. Le moteur de la Range Rover tournait encore, et Ali fit repartir le véhicule lorsque Karl ordonna. « Quitte la piste et prends la direction de l'ouest, mais lentement, on va essayer de s'approcher. » Très intriguée, Jenna saisit les jumelles que Karl lui tendait en pointant un doigt vers l'horizon. « Faites d'abord le réglage et regardez par là. Ça y est, je les vois, » s'écria-t-elle d'une voix surexcitée. À mesure que la voiture continuait d'avancer, Jenna les distinguait très nettement. À présent, leurs longues bandes noires ou très brunes, alternant avec le blanc, les rendaient facilement reconnaissables. Les zèbres, par dizaines, relevèrent la tête, oreilles dressées, frémissantes. Seuls les petits, s'y touchant sur leurs pattes encore frêles, continuèrent de brouter tranquillement l'herbe maigre de la savane. Et soudain, sans doute affolé par le bruit du moteur tout proche, le troupeau s'enfuit dans un galop prodigieusement rapide pour disparaître à l'horizon. Déjà Karl désignait à Jenna une autre direction vers laquelle elle orientait ses jumelles. Pendant ce temps, Raleigh reprenait le chemin de la piste pour permettre à la jeune femme de mieux voir un nouveau troupeau. Plus important encore, Jenna, cette fois, ne reconnut pas immédiatement ces animaux pour le moins surprenants.
D'un œil curieux, elle les observa plus attentivement et ne put s'empêcher de sourire de leur étonnante silhouette. Leurs hautes pattes grêles, la forme de leur corps rappelait l'antilope. Leur pelage était bleu-gris, les cornes très longues et la tête épaisse et velue évoquaient celle d'un taureau. Et c'était au cheval que l'on pensait en regardant leur crinière et leur queue. Comme s'il avait deviné ses pensées, car il expliqua alors. Ce sont des gnous, également appelés wildebeest ou nyumbu. On les trouve au sud du continent africain. Ils sont assez étonnants. Le véhicule était arrêté à présent, et les passagers silencieux contemplèrent le troupeau impressionnant, avant que Karl n'ajoute. Tenez, regardez là-bas. Des petits cabriolets et gambadés, drôles et vifs, comme des agneaux, heureux et insouciants. Devant ce spectacle inattendu que le hasard lui offrait, Géna sourit, ému. Comment ne pas s'émerveiller face à cette nature si rude et pourtant si belle? En partant ce matin, elle avait d'abord trouvé monotone ce paysage de savane. À présent, elle commençait à en découvrir les secrets, à en deviner le mystère. Cette terre ne se donnait pas facilement. Et cela rendait d'autant plus précieux ces moments où elle se laissait presque apprivoiser. Étonnée, Géna vit Karl se tourner vers elle en souriant. Nous avons encore un assez long chemin à parcourir avant la première étape, expliqua-t-il, puis se tournant vers Ali. Allons-y. Sous le soleil aveuglant, les Range Rovers reprirent la route dans une atmosphère plus détendue. La chaleur dessinait un horizon au contour incertain, comme noyé par une brume montant du sol brûlé. Malgré la fatigue, la jeune femme ne se lassait pas de contempler le paysage, territoire aux couleurs de bronze, de cuivre et d'or, qu'estampait la lumière crue de l'après-midi. Peu d'arbres, pas d'ombre, un sol très sec que mouillait de rares pluies, plus de villages et nulle autre vie que celle des animaux sauvages, dérangés de loin en loin par leur passage. Une seconde, la nostalgie étreignit le cœur de Géna à l'idée qu'elle aurait pu partager cet émerveillement avec son père. Comme autrefois, étrangement, le sentiment de culpabilité qui l'avait hanté jusqu'à présent disparaissait, chassé par la joie d'entreprendre ce voyage qui l'a ramené vers lui. Dans la voiture, les hommes évoquaient l'endroit où ils s'arrêteraient pour la nuit. Karl désignait sur une carte le point qu'il avait choisi lorsqu'un cri de Géna les fit se retourner. Là, regardez, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tous les regards convergèrent vers la direction qu'elle indiquait du doigt, par la vitre ouverte. Alice stoppa aussitôt le véhicule et coupa le contact pour permettre à la jeune femme d'admirer le spectacle extraordinaire d'un lion entouré de plusieurs lionnes et de leurs petits. Allongé à l'ombre avare d'un tas de pierres, le lion s'étirait paresseusement, superbe de nonchalance, tandis que les lionnes, plus petites, s'aplatissaient dans les herbes folles. Leurs oreilles rondes dressées, leur tête seule visible en cet instant, sans se soucier de leurs grognements sourds. Les lionceaux jouaient comme de jeunes chats, indisciplinés, l'un tirant sur la crinière brune du lion, l'autre sur la queue terminée par une grosse touffe de poils, un troisième essayant avec force, coups de patte et de griffes, de se maintenir en équilibre sur son flanc offert. Exaspéré d'être ainsi mordillé par ces trois petits diables, le lion se redressa en poussant un rugissement. À travers les jumelles, Géna put alors observer l'animal splendide, plus impressionnant encore que tout ce qu'elle avait imaginé. Enfant, en lisant des récits d'aventure, yeux roux, crinière sombre, pelage fauve, celui qu'on appelait Simba, en Swahili, se découpait superbe sur le ciel d'une étrange couleur de sable clair. La présence de la voiture, à quelques dizaines de mètres de là, ne paraissait pas l'inquiéter, contrairement aux lionnes qui protégeaient farouchement leurs petits. De son côté, malgré une distance respectable et la protection de la voiture, Géna ne pouvait se défendre d'une certaine crainte. Une peur totalement irrationnelle, se dit-elle pour se rassurer. Pourtant, elle savait que le lieu choisi pour la première étape n'était sans doute plus très éloigné, et que par conséquent, ils établiraient le campement sur le territoire des lions. Un bouquet d'arbres secs, aux feuilles ternies par une fine couche de poussière, un tapis d'herbes rases et alentour la savane infinie, c'est là qu'au milieu d'après midi, le groupe avait dressé les tentes. Seul un foyer de pierre empilé sur un tas de cendres signalait de fréquents passages. Harassée,
Géna se vit dispensée de participer au montage de tentes, à son grand soulagement. Elle n'avait qu'une envie, allonger son corps courbattu et dormir. Dormir. Lorsqu'elle se réveilla un peu désorientée, la jeune femme entr'ouvrit la toile de la tente pour constater que le crépuscule tombait. Il faisait presque bon à présent. Ravie, elle aperçut un jerrycan rempli d'eau posé devant l'entrée. Après cette première journée à rouler dans la fournaise et la poussière, quel délice! De pouvoir se rafraîchir, de sentir sur sa peau le contact bienfaisant de l'eau. Au prix d'un quart d'heure d'acrobatie et de contorsion, Jenna parvint après une rapide toilette à troquer sa jupe et son t-shirt contre un jean moulant et un pull de coton rouge. Seule concession à sa coquetterie et aux consignes draconiennes de Karl, quelques gouttes d'eau de toilette au senteur subtil, reposée apaisée, elle s'assit sur le fin matelas de mousse, léger et facilement transportable, que Karl lui avait recommandé d'acheter, et jeta un coup d'œil étonné dans un petit miroir de toilette. Pas de coup de soleil sur son visage, mais quelques taches de rousseur sur les joues et le nez, absolument rien de catastrophique. Elle consacra encore quelques instants à se brosser les cheveux en tous sens. Ils se remirent naturellement en place, souples et soyeux. À l'aide d'un peigne d'écaille, Géna les rassembla en chignon, d'où s'échappèrent quelques mèches blondes. Ouvrant tout grand les pans de l'entrée de la tente, elle contempla le paysage, fascinée. Le soleil couchant disparaissait lentement à l'horizon, où se profilait en ombre chinoise une ligne irrégulière voilée de brume violette, les montagnes. Le cœur battant, Géna demeura immobile, saisie par la splendeur du crépuscule. Fastueuse, de longues traînées pourpres striaient le ciel bleu, et l'on eût dit qu'un artiste, au fil des minutes, déclinait au bout de son pinceau une palette infinie de roses, de jaune, de rouge et d'or, du fuchsia éclatant en rose transparent, du vermillon ardent au mauve évanescent. Quelques nuages ourlés d'or s'attardaient encore dans cette symphonie de couleurs qui, soudain, vibrèrent d'un extraordinaire éclat. Juste au moment où, attiré par une lueur orangée, Géna vit le disque flamboyant du soleil disparaître derrière les montagnes. Alors tout aussi brusquement, une nuit d'un bleu sombre, velouté, descendit sur la savane. Géna frissonna, étendit le bras pour chercher à tâtons un pull de laine qu'elle posa sur ses épaules, dans l'obscurité. Un feu brillait à quelques mètres de là, et l'on entendait les hommes bavarder et rire. Une sensation de paix merveilleuse envahit la jeune femme. Il était temps, à présent, de rejoindre le groupe. Assis en cercle autour de l'âtre, ils parlaient sur un ton assez vif en swahili, entourés d'Abdallah et de Ali. Karl consultait sa carte et désignait certains endroits signalés par une croix, cependant que les deux autres hommes ajoutaient des commentaires. Lorsqu'ils levèrent la tête vers Géna, Karl leur adressa quelques mots qui les firent rire aux éclats. Si ce n'est pas trop indiscret, peut-on savoir pourquoi on se moque de moi? Sans lui laisser le temps de riposter, elle enchaîna. La composition du menu m'intéresse aussi. À ces mots, Karl ne put s'empêcher de sourire, petit sourire moqueur d'une efficacité redoutable sur les nerfs de la jeune femme. Pour répondre à votre première question, nous nous demandions quand vous daigneriez enfin vous réveiller, et si vous consentiriez à vous joindre à nous pour le dîner. Ce qui m'amène à la seconde question. Pendant que Matoub et Juma vous servent, laissez-moi vous donner quelques conseils en ce qui concerne la nourriture. En Afrique, comme dans tous les pays chauds, méfiez-vous des aliments crus et de l'eau. N'oubliez pas de toujours ajouter de la quinine. C'est indispensable où que l'on se trouve en Afrique. Enfin, le menu Matoub a réchauffé un ragoût préparé avant de partir et fait cuire des galettes de maïs. Juma servit alors la jeune femme qui s'empressa de goûter à cette spécialité. Les rios, apprit-elle. Alors, lui demanda Karl, qu'en pensez-vous? Asante, répondit-elle en swahili. Vraiment délicieux. Merci, Matoub. Vêtu du kanzu traditionnel, longue robe droite, toute blanche, portée par les hommes, il s'inclina pour la remercier du compliment. Dans la nuit tranquille, la conversation reprit, paisible, entre les hommes qu'unissait une harmonie profonde avec la nature, une sorte de communion sereine, mystérieuse. Le dîner terminé, Géna se laissa elle aussi gagner par ce sentiment de paix et de détente. La voyant étouffer un bâillement, Karl demanda. Fatiguée? Épuisée, avoua-t-elle. La journée de demain sera encore plus éprouvante.
Nous avons un bon bout de route à parcourir jusqu'à la réserve des Mackenzie. Je vous conseille d'aller dormir sans tarder pour être en forme dès l'aube. » Jenna jugea prudent de suivre ce sage conseil, et après avoir souhaité le bonsoir, retourna à sa tente en grimaçant sous l'effet des courbatures. Rapidement, elle se déshabilla pour enfiler un long t-shirt en coton qui lui arrivait jusqu'à mi-cuisse, et en frissonnant se glissa dans son sac de couchage. Réchauffée, la jeune femme se laissa peu à peu gagner par le sommeil, tout en pensant confusément à cette première journée, à ce voyage déjà si fertile en images, en émotions, en sensations. Et puis il y avait Karl, toujours aussi impénétrable et distant vis-à-vis d'elle. Il semblait avoir accepté, bon gré mal gré, la présence de Jenna dans le groupe. Les règles du jeu étaient donc tacitement posées. Il était le chef incontesté de l'expédition, et chacun le respectait, l'admirait même. Qu'elle fût une femme ne lui donnait droit à aucun traitement de faveur. Cependant, Jenna avait apprécié en chemin les courts moments d'arrêt qui lui avaient permis d'admirer les animaux sauvages dans leur milieu naturel, et elle lui en était profondément reconnaissante. Mais son intuition lui soufflait qu'il valait mieux ne pas remercier son guide sous peine de s'exposer à ses sarcasmes. Cet homme était bien trop arrogant pour accepter le moindre compliment d'une femme, et sur ces pensées, Jenna s'endormit sans même s'en rendre compte. Le cœur battant, Jenna, haletante, se redressa d'un bond sur son matelas. Quel bruit l'avait brutalement réveillée? Un bruit, un cri, elle l'ignorait. Mais l'angoisse lui nouait la gorge. Elle tendit l'oreille et cette fois reconnut le long rugissement qui déchirait la nuit. Un lion. Pétrifiée, Jenna essayait de se rassurer. À l'aide d'arguments logiques. Le cri lui avait paru proche, mais si l'animal s'était trouvé dans le camp, les armes se seraient réveillées et l'alerte serait déjà donnée. Et puis il y avait le feu, qui saurait décourager le fauve. Ou plutôt les fauves. Cette fois, une peur panique saisit la jeune femme, dont le cœur affolé cogna douloureusement dans sa poitrine. L'imagination fit le reste. Image folle d'un lion bondissant sur la fragile tente, gueule ouverte sur des crocs menaçants, tandis qu'une meute féroce encerclait le camp. Terrifiée, Jenna eut le courage d'entr'ouvrir la toile de l'entrée pour jeter prudemment un coup d'œil au dehors. Tout fait parfaitement calme. Dans la nuit constellée d'étoiles se découpaient les branches des acacias proches. Dans l'âtre, les flammes crépitaient encore. Pourtant, Jenna restait inquiète, aux aguets. L'immensité du paysage immobile semblait s'animer d'ombres indistinctes, de mystérieux dangers rôdaient. Lorsqu'un nouveau rugissement s'éleva, la jeune femme réagit sans réfléchir. D'un bond, elle fut dehors et courut vers la tente de Karl, son seul refuge. Quelques secondes suffirent à remonter la fermeture éclair. Dans sa hâte, Jenna trébucha et tomba de tout son long sur l'homme endormi. Elle n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. En un instant, la jeune femme fut saisie par deux mains puissantes, renversée sur le dos, immobilisée par une pointe d'acier. Dans la lutte rapide et silencieuse qui s'ensuivit, elle frissonna au contact d'un objet froid, comme du métal, que sa joue heurta un instant une carabine. « Karl, lâchez-moi » s'écria-t-elle affolée. Par l'ouverture, un rayon de lune éclairait faiblement l'intérieur de la tente. Un éclat dur brillait dans le regard de Karl, qui impitoyablement resserrait encore son emprise. « En agissant comme vous l'avez fait, mademoiselle Sinclair, vous avez risqué votre vie. Pas à cause des lions, il faudra vous habituer à les entendre rôder la nuit. Mais je n'ai pas l'habitude d'être agressé de cette façon quand je dors, et je ne dors jamais sans une arme à portée de la main. »« Excusez-moi, dit-elle d'un ton sec, je n'avais jamais vécu une situation comme celle-là, et j'ai eu peur, je l'avoue. » Le choc nerveux l'avait privée de toutes ses défenses, et son aveu lui était venu naturellement. Elle tremblait encore, mais commençait à prendre conscience du corps de Karl sur le sien. Chaud, puissant, rassurant, tant pis pour sa dignité. L'idée de retourner seule dans sa tente et de passer la nuit à écouter le moindre bruit, le moindre craquement suspect, lui était insupportable. Elle s'en rendit compte à l'instant où, estimant sans doute que la leçon a été comprise, Karl la libéra de son atreinte pour rouler sur le côté. Sans sa protection, elle se sentait soudain si fragile.
J'essaierai de me raisonner, balbutia-t-elle, mais ce soir je préférerais rester près de vous, dans votre tente. Il ne répondit pas immédiatement, mais alluma une lampe de poche et se redressa sur un coude pour observer la jeune femme. Moins impressionnant, moins menaçant, superbe de virilité nonchalante, leurs regards se croisèrent, et Géna, étonné, sentit monter en elle un trouble inconnu, plus encore que lorsqu'il l'avait tenue entre ses bras. Ce contact subtil éveillait un monde d'émotions à fleur de peau, comme si la peur avait exacerbé chacun de ses sens. Dans un élan irréfléchi, elle eut envie de découvrir plus que ce regard, son torse nu, musclé, sa peau brunie par le soleil, plus sombre dans la demi-obscurité, ses épaules carrées, ses mains masculines, des mains dont elle imaginait la caresse sur son visage, des lèvres sensuelles qui l'embrasseraient, ses traits vigoureux, sculptés par la pénombre, restaient impénétrables. « Vous me demandez de dormir avec vous, Géna ?» dit-il ironique. Elle rougit, confuse, furieuse, qu'il se moque d'elle. « À côté de vous, rectifia-t-elle. J'aimerais que ce soit parfaitement clair. Eh bien, installez-vous. » L'invitation aurait pu être plus chaleureuse, mais la jeune femme ne se fit pas prier deux fois. Elle accepta avec gratitude la couverture que Karl lui offrait, et s'en enveloppa, puis ferma les paupières. Au léger déclic, elle comprit que Karl venait d'éteindre la lampe. Enfin, elle allait pouvoir dormir. Mais c'était compter son attention qui l'habitait. Une sorte d'impatience, de nervosité inquiète. C'était compter sur l'effet que produisait sur elle la présence, toute proche, de cet homme mystérieux. Pourtant vint le moment où l'apaisement la fit enfin glisser dans la volupté d'un sommeil enchanté.